Bonjour Caroline Beyer. Bonjour. Vous êtes grand reporter au service société du Figaro, où vous suiviez depuis plusieurs années les questions d'éducation, et vous avez enquêté sur l'école Sciences Po. Le livre, c'est La chute de la maison Sciences Po. Est-ce que déjà dans un petit préambule, vous pouvez nous rappeler cette école qui est considérée comme l'élite de la fabrication même des élites. La fabrique des élites. En quelques mots, elle existe depuis combien de temps? Il y a combien d'élèves? Et pourquoi ce terme de fabrique des élites? Alors, Sciences Po existe depuis 150 ans. Elle a été créée à la fin du 19e siècle, peu avant la Troisième République. Donc, elle est très associée à cette idée à la République française. Elle a beaucoup changé en évidemment 150 ans. Elle a été très marquée par la période de Richard Descoings, qui l'a beaucoup réformée. On va y revenir. Voilà. Mais donc, c'est une école née de la Troisième République avec des valeurs qui sont lesquelles? Tout ce qui est associé un peu à cette Troisième République, c'est-à-dire la méritocratie, l'idée de concours pour sélectionner les étudiants, la laïcité aussi. Le pluralisme. Le débat intellectuel, voilà. Posons ça parce que ça fait partie des valeurs de l'école. Et effectivement, je le disais dans le sommaire, il y a eu des polémiques, des scandales qui ont bousculé l'identité de cette école. Fabrique des élites parce que tous ceux qui sortent de Sciences Po, pas tous ceux qui sortent de Sciences Po, mais beaucoup de ceux qui sortent de Sciences Po accèdent à des postes clés, c'est ça? Oui, c'est ça. Parce que d'abord, c'est le passage un peu obligé pour accéder à l'ENA. Aujourd'hui, la majorité des futurs énarques passent par Sciences Po, donc c'est la haute fonction publique, mais pas seulement. C'est aussi des futurs patrons, banquiers d'affaires, avocats, etc. Donc dans beaucoup de postes de domaines très variés. Et de domaines très et évidemment, variés. Comme vous l'avez rappelé, la politique, on a 5 présidents de la République qui sont passés par Sciences Po avant de faire l'ENA. Voilà, tout ça ça montre à quel point Sciences Po est importante aussi dans le débat public via notamment ses anciens élèves. Alors effectivement, depuis quelques années, les polémiques se succèdent. Le 12 mars 2024, c'est peut-être même l'apothéose, le climax des polémiques. Qu'est-ce qui se passe le 12 mars 2024 à Sciences Po, Caroline Beyer? Alors le 12 mars 2024, on a l'amphi Boutmy, donc qui porte le nom du fondateur de l'école, qui est rebaptisé Amphi Gaza. Et là, on a quelques dizaines d'étudiants militants du Comité Palestine, qui est un comité anonyme, officieux, qui investissent cet amphi Boutmy et qui portent des kéfiers. On voit des drapeaux palestiniens sur les murs, des slogans pro-Gaza et qui organisent des conférences, notamment sur la judéité et l'antisionisme. Et puis, on a cette phrase qui est rapportée par l'Union des étudiants juifs de France de Sciences Po, qui est « Ne la laissez pas entrer, c'est une sioniste ». Et tout ça tourne en boucle, toutes ces images, et puis c'est les polémiques autour de cette phrase sur les réseaux sociaux, et là, ça s'enflamme. Et là, c'est la stupeur, puisque vous avez rappelé, effectivement, les valeurs portées par cette école. Les faits se passent, vous le rappelez, dans l'amphi du fondateur. Qu'est-ce qui s'est passé, Caroline Beyer, pour qu'on en arrive là, dans ce lieu dans cette école qui est censée être ouverte au pluralisme, au débat d'idées? Eh bien, écoutez, en fait, il y a plusieurs crises qui sont successives, et puis à la fois il y a plusieurs dimensions. Déjà, on a une grosse crise de gouvernance, des crises de gouvernance répétées. Il se trouve qu'au moment de l'amphi Gaza, le directeur de l'époque, Mathias Vichra, démissionne, donc il laisse l'école sans tête. Et puis on a une montée de l'extrême gauche radicale chez les étudiants, chez les enseignants chercheurs aussi, qui adoptent ce nouveau mode d'action qui va un peu contre les partis traditionnels, les syndicats traditionnels, et donc que ce comité Palestine représente finalement, puisqu'ils sont masqués, anonymes, et ils mènent des actions coup de poing. C'est un changement de sociologie des élèves, vous diriez, du corps enseignant qui mène à ça? Alors, sociologie des élèves, elle a évolué, puisqu'on sait, Sciences Po s'est ouverte socialement. Depuis Richard Descoings, on a la discrimination positive qui a été mise en place. Pour autant, ça reste une école
dont l'essentiel, 70% des élèves viennent des catégories sociales favorisées. Alors c'est vrai que le recrutement a changé, on recrute moins à Paris, dans les grands lycées parisiens publics et privés. Il n'y a plus que 22% des étudiants qui viennent de l'Île-de-France. Donc oui, il y a un changement sociologique, mais qui n'est pas non plus fondamental. Ça reste quand même essentiellement des gens qui viennent de la bourgeoisie. Et quels sont les critères justement pour postuler, pour rentrer dans cette école aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on est un peu au milieu du gué puisqu'il y a eu une suppression du concours d'entrée, donc qui a fait aussi beaucoup polémique. Donc depuis 2021, il y a plus d'épreuves écrites, on recrute sur dossier. On laisse visiblement une grande place à l'engagement associatif, militant. Donc plutôt à des, comment dirais-je, pas des valeurs, mais des mérites subjectifs, c'est ça ? Alors ça dépend de ce qu'on entend par mérite, puisque on a nous dans l'idée le mérite républicain tel qu'il a été instauré en France. Après, il y a une redéfinition du mérite qui justement dirait qu'on ne prend pas simplement en compte l'excellence, mais aussi le niveau socio-économique des parents, l'environnement, le capital culturel, les activités extrascolaires et tout ça en fait. L'idée de mérite se dilue finalement, et d'ailleurs à Sciences Po, on en est arrivé à faire le constat, y compris de l'école, que la sélection était devenue opaque et que les critères finalement n'étaient pas suffisamment transparents et manquaient d'objectivité. Donc on est revenu pour cette année on va en fait se fixer sur quelque chose qui est un peu un impondérable, qui est la note obtenue au bac de français, qui comptera pour 60%, là où il comptait auparavant pour 7 à 8%. Alors vous avez évoqué le nom de Richard Descoings. Est-ce qu'il faut justement remonter à l'époque Richard Descoings, et vous allez nous expliquer qui il était et qu'est-ce qu'il a mis en place, pour trouver un peu les racines de ce qui se passe actuellement à Sciences Po? Oui, alors Richard Descoings, il a dirigé Sciences Po de 1996 à 2012. Il l'a beaucoup réformé. Il l'a internationalisé, fait grossir, ouverte socialement. Aujourd'hui, on a 15 000 étudiants, la moitié d'étrangers, on a 30% de boursiers. Donc tout ça, c'est l'œuvre de Richard Descoings. Et puis Richard Descoings, c'est aussi un personnage emblématique. C'est presque un personnage de roman. Et on a l'impression aujourd'hui, après sa mort brutale, je rappelle qu'il a été retrouvé mort dans la chambre d'un hôtel new-yorkais, on a l'impression que l'école est toujours un peu dans le deuil de ce directeur, n'arrive pas à se remettre, et que les crises de gouvernance successives sont un peu dans cette lignée. Mais vous diriez que ce qui se passe à Sciences Po, sont les polémiques, c'est dû aux prises de décision qu'il a faites, qu'il a mis en place, c'est ça ? Et lesquels, par exemple ? C'est difficile à dire parce que les choses se mêlent, mais effectivement, quand il ouvre l'école, quand il met en place la discrimination positive en 2001, c'est une première marche. Il supprime le concours pour ses élèves. Et puis ensuite, il y a dans l'idée, et d'ailleurs, il avait l'intention de le faire, de mettre fin à toutes ces épreuves qu'on estime socialement discriminantes. Oui. Ensuite, on a l'internationalisation, donc qu'il a mise en place, pareil, dans les années 2000, qui aujourd'hui fait qu'on a 50% d'étudiants étrangers et que l'école est peut-être un peu dépassée par tout ça. Et parmi ces étudiants étrangers, il y a une majorité d'Américains, c'est ça ? Il y a une majorité d'Américains, oui. Si on parle de nationalité, ensuite les Européens on parle parfois, et vous allez me dire si c'est juste ou pas, d'un Sciences Po qui serait devenu le temple du wokisme. Alors, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est exagéré ? Et est-ce que c'est l'influence notamment des étudiants américains sur les étudiants français ? Alors le wokisme, comme vous l'avez rappelé, c'est une notion un peu délicate. Il y en a, certains disent que ça n'existe pas, que c'est un fantasme de l'extrême droite. D'autres font valoir face à ce wokisme les valeurs universalistes. En tout cas, ça décrit une réalité, c'est-à-dire c'est le fait d'appréhender les luttes sous le prisme de discrimination, qu'elles soient de race, de genre, sociale. Alors à Sciences Po, oui, il y a une influence américaine, forcément, puisque tout ça nous vient des États-Unis avec les studies. Mais alors en dire que ce seraient des étudiants américains ou étrangers qui seraient à la manœuvre, c'est faux. D'ailleurs, on l'a vu avec Gaza, c'est essentiellement des Français qui ont été,
aujourd'hui, les élites sont mondialisées et toutes ces idées américaines sont présentes et c'est des étudiants français qui les portent. Votre livre, c'est une enquête. Vous avez rencontré notamment des étudiants. Parmi les témoignages, les gens rencontrés, qu'est-ce qui vous a, vous, Caroline Beyer, particulièrement frappé ? Ce qui m'a particulièrement frappée, c'est déjà la passion autour de cette école, alors que ça peut alimenter des sentiments positifs ou très négatifs, de déception, notamment chez les anciens qui disent qu'ils ne se reconnaissent pas dans cette école. Donc oui, beaucoup de passion aussi à l'intérieur du corps professoral. Et puis ce que j'ai découvert, enfin ce que je ne mesurais pas en fait, c'est à quel point cette école est variée. Et derrière le diplôme Sciences Po, la marque Sciences Po, quand on dit j'ai fait Sciences Po, il y a en réalité une trentaine de masters. Ça va de la finance au droit humain. Il y a 7 écoles, je rappelle. Ça aussi, c'est Richard Descoings. Oui, on a l'école des affaires publiques, qui est l'école emblématique de Sciences Po, mais on a l'école de journalisme, on a l'école de management, on a l'école des affaires internationales. Donc c'est extrêmement varié. Quand on parle du wokisme, entre l'étudiant qui a fait un master finance et stratégie et celui qui a fait un master droit humain, on s'y frotte pas de la même manière, je dirais. Est-ce que toutes ces polémiques, ces scandales ont un impact sur les diplômés, sur la valeur justement de ce diplôme de Sciences Po ? Ce qui est certain, c'est qu'il y a une crise de réputation. Elle est réelle, cette crise. Elle est réelle, oui, elle est réelle parce que on a eu des donateurs qui ont arrêté de donner, des grands mécènes. Bon, certains ont repris. On a des alumni, donc des anciens élèves dont on constate que les dons ont chuté. Et puis, il y a l'école elle-même reconnaît aujourd'hui qu'il y a une crise de réputation. Ça veut dire que désormais, je suis un jeune ou une jeune diplômée de Sciences Po, je postule à des emplois, les employeurs sont désormais méfiants vis-à-vis de ces étudiants-là ? Alors, je dirais que ça dépend, et puis il faut dissocier de ce qu'on dit sur les réseaux sociaux où on a pu voir, moi, un diplômé de Sciences Po, je jette son CV à la poubelle directement, de ce qui se passe en réalité. Alors, j'ai eu un avocat d'affaires d'un grand cabinet d'avocats américain qui m'explique que oui, certains se méfient, ils n'ont pas envie de se faire afficher sur les réseaux sociaux pour une raison ou pour une autre. D'autant, il explique qu'ils ont des associés juifs à New York. Et puis, il constate aussi, au-delà de ça, que la formation est moins pointue. Mais il dit qu'il va continuer de recruter des étudiants de Sciences Po en faisant attention. Et puis ensuite, on a des grosses sociétés comme le Boston Consulting Group, qui est un grand cabinet de conseil, qui depuis des années a un partenariat avec Sciences Po dans un master. Et pour eux, Gaza, c'est un non-événement. Pour eux, c'est le business. Et ils savent à qui ils ont affaire, ils savent qui sont les étudiants qui vont recruter. Est-ce que le niveau, on parle beaucoup du niveau de Sciences Po, du niveau du diplôme, est-ce que le niveau a baissé ? C'est une question qui est récurrente quand on parle de Sciences Po. Quand on parle de Sciences Po et de toutes les grandes écoles d'ailleurs, je pense qu'on peut le dire, de Polytechnique, de HEC. Et puis c'est vrai qu'on constate, les profs le disent, une baisse de niveau dans l'expression écrite, dans les c'est outils. Factuel. Oui, c'est fait. Enfin, en tout cas, oui. Puis même les universités et les écoles mettent en place en fait des remises à niveau pour tout ce qui est expression, etc. Ensuite, à Sciences Po, il faut recruter les bons étudiants. Donc, se pose à nouveau la question de la sélection. Et puis. Et du recrutement des professeurs aussi, j'imagine. Et du recrutement des professeurs, oui. Vous avez évoqué tout à l'heure le fait que désormais, et c'est souvent une polémique, il y a un reproche fait à Sciences Po, que Sciences Po sélectionne assez peu désormais les élèves des établissements privés, notamment parisiens. C'est le cas, ça ? Oui, ça a été, le nombre d'élèves venant de Henri IV, Louis le Grand, et puis pour le privé, Stanislas et Franklin, un établissement jésuite du 16e, ils ont constaté depuis la suppression du concours qu'il y avait moins d'étudiants de chez eux qui étaient pris. C'est un peu logique parce que Sciences Po est rentré sur la plateforme Parcoursup, ça lui a donné beaucoup de visibilité, on a eu beaucoup plus de candidats, donc mécaniquement plus de gens qui postulent, puis il y a une volonté de diversité sociale. Oui.
Toujours est-il que ça a instauré un peu dans ces établissements et dans ces milieux bourgeois l'idée qu'il y avait un malus, alors est-il réel ou pas, à l'élitisme et au privé. Et ce qui est un peu paradoxal et schizophrénique, puisque cette population, c'est quand même, ça reste, cette bourgeoisie, reste le cœur de cible de Sciences Po. Parmi les scandales, il y a eu celui de l'affaire Olivier Duhamel. Olivier Duhamel était à la gouvernance, c'est ça, de Sciences Po. Il a été accusé d'inceste. Ça a eu un impact important, ça aussi, cette histoire sur l'école. Oui, ça a été. Il y a encore des traces de cette histoire. Je pense que oui, il y en a encore, en tout cas, on l'a en tête. Parce qu'Olivier Duhamel, donc, qui était président de la Fondation nationale des sciences politiques, c'est l'un des 2 organes de direction de Sciences Po, était une figure de l'école, un grand constitutionnaliste, un homme d'influence, de réseau, très connu dans le milieu politico-médiatique et donc quand il a quitté, enfin il a dû démissionner à la suite de l'ouvrage de Camille Kouchner, sa belle-fille, La Familia Grande, c'est un peu le symbole de l'omerta autour des élites, du secret qu'on protège. Et de l'entre-soi, c'est ça ? Et de l'entre-soi. Et ça a été d'autant plus fort que le directeur de l'époque, au fil de multiples rebondissements, il s'est avéré qu'il était au courant. Donc ça a apporté un discrédit sur la gouvernance et sur les futurs directeurs. Alors justement, futur directeur, depuis 2024, Sciences Po a un nouveau directeur, après cette valse des dirigeants de Sciences Po. Qu'est-ce qu'il a annoncé comme réforme ? Quelle est la volonté désormais ? Ce nouveau directeur, il s'appelle Louis Vassy. Oui. Quel est son profil ? Alors, c'est comme ses prédécesseurs, c'est un quarantenaire, énarque, mais alors c'est différent parce qu'il vient pas du privé, il vient du Quai d'Orsay. C'est un camarade de promo d'Emmanuel Macron à l'ENA, mais c'est pas un proche. C'est un fils de réfugiés uruguayens, donc il incarne la méritocratie. Et après cette affaire de l'Amphi-Gaza et des mobilisations pro-palestiniennes, il a immédiatement envoyé des signaux en expliquant ce que je disais tout à l'heure, que la procédure de sélection serait revue, avec le bac français pris en compte, et puis le retour qu'il a annoncé pour 2026 d'une sélection écrite sur un test, plutôt pas la dissertation. Et puis, il a également envoyé des signaux de retour à l'ordre en procédant à des exclusions temporaires d'étudiants agitateurs. On sait que les élèves prennent pas mal parti et ont leur mot souvent à dire sur le directeur. Cette nomination, globalement, a été plutôt bien accueillie dans cette école Sciences Po ? Pour l'heure ? Alors les étudiants et aussi les enseignants, disons qu'ils sont un peu attendus pour voir à quelle sauce ils allaient être mangés, eux qui sont habitués justement à voir les directeurs défiler. Et puis quand il a montré des signes en appelant la police, en suspendant des étudiants, en annonçant un retour de l'écrit, il a été assez rapidement accusé d'autoritarisme par des syndicats d'extrême gauche, mais aussi par certains membres certains enseignants-chercheurs qui ont même signé une pétition, donc ça va pas être forcément simple pour lui. Justement, quel est le poids des syndicats d'extrême gauche à Sciences Po ? Il est important ? Il est important, et ce qui est intéressant, c'est qu'après l'affaire des mobilisations, il y a eu des élections syndicales en septembre et que l'extrême gauche a fortement progressé. C'est un peu une validation de toutes ces actions par les étudiants. Et le syndicat modéré, lui, a perdu une voix. Vous écrivez à un moment dans votre livre où un des anciens élèves dit même en 68, les élèves gaullistes avaient le droit de s'exprimer. Et désormais, le débat est plus que très compliqué à Sciences Po. Ça, je pense que c'est un reflet de la société et des polarisations qu'on connaît aujourd'hui.
Ce qu'il faut rappeler en 68, c'est que les étudiants de Sciences Po n'étaient pas à la pointe de la mobilisation, c'est pas de grands révolutionnaires, et on peut peut-être se demander s'ils font pas leur mai 68 aujourd'hui. Votre livre est absolument passionnant, une enquête passionnante, Caroline Beyer, que je recommande. On voit à l'écran La chute de la maison Sciences Po, la crise des élites françaises. C'est aux éditions du Cerf. Vous revenez sur 20 ans de crise de l'une des écoles les plus prestigieuses de France. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.